Ok. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment un honneur de pouvoir présenter ADVox. Un peu de stress, mais ça va aller. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Vous allez avoir du 2 en 1 comme les shampoings en fait. On va vous parler des applications web mobiles et de Grails, un framework web fantastique. Comment on va se répartir la présentation? Alors, moi je vais commencer, je vais vous parler de mobile web. Je vais vous expliquer en 12 minutes ce que c'est exactement une application web mobile. Ensuite, Stéphane va vous présenter Grails. Et une fois qu'on aura ces deux éléments en main, on attaque la démo. Et on espère qu'on aura assez de temps et on va essayer from scratch, de faire une appli et la publier sur le cloud. Donc, souhaitez-nous du courage, mais ça devrait passer. Juste un petit mot sur nous. Alors, tout d'abord, Stéphane Maldini, qui est core committer chez Grails et depuis peu consultant chez SpringSource. Et moi-même, je suis Sébastien Blanc. Je travaille à Sophia Antipolis dans le sud, dans les Palmiers. Je suis ingénieur J2E et dans mon temps libre, je fais pas mal de Grails et tout ce qui a à voir avec le mobile. Alors, une application web mobile, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on a 3 exemples, avec 2 exemples très connus de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai mis aussi Google News. Donc ça, pour qu'on soit bien tous d'accord, on parle d'applications web mobiles, c'est-à-dire c'est pas des applications natives, c'est des applications qui tournent dans le navigateur de votre smartphone. Alors, par exemple, on voit tout de suite qu'ils tiennent compte des contraintes de taille. L'application de Twitter, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site mobile de Twitter? Franchement, c'est assez bluffant. On est super proche de l'appli native. La seule chose qui nous manque, c'est l'accès à la caméra pour faire des photos. Mais d'ailleurs, tout leur code base est maintenant basé sur du web. Même pour les applications natives, c'est la même chose pour Facebook. Alors, ça, c'est juste en 3 images pour vous montrer ce que c'est une appli web mobile. Et je vais vous présenter 3 grosses différences qu'il y a par rapport à une appli web mobile et une appli web desktop. D'habitude, j'ai un slide où je fais un petit flame war entre le natif et le mobile. Je les ai fait sauter parce que ça a de moins en moins de sens et je voulais vraiment me concentrer sur le web. Donc, je ne ferai pas de comparaison avec le natif. Mais si on compare par rapport à une application web desktop, la première différence qui est assez évidente, c'est la taille. La taille compte. Si vous allez sur un site qui n'est pas optimisé pour le mobile, en l'occurrence la landing page de Devox France, je bâche un petit peu, mais on se retrouve avec ça. Et encore, je pense que j'ai été assez gentil avec l'échelle, quoi, par rapport à un laptop. Si c'est pas optimisé, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout le temps zoomer pour pouvoir cliquer les liens. Comme on a des gros doigts, on va se tromper de lien. Et une fois qu'on a cliqué le lien, on va rezoomer en arrière pour revoir la barre de navigation. Après, on a un formulaire, il y a une checkbox, faut qu'on zoom pour la cliquer et tout. Bref, c'est pas faisable. On peut pas juste prendre un site web classique et juste le out-zoomer, comme on dit, sur un mobile. Donc ça, c'est la première contrainte. Et on verra par la suite qu'il existe heureusement des librairies qui nous aident à passer de l'un à l'autre. La deuxième grosse différence, c'est que sur une application web desktop, la connexion Internet est quelque chose quasi naturel. 99% du temps, on a une connexion. On est toujours connecté, qu'on soit au bureau, au travail. Avec le mobile, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Quand on voyage, par exemple, quand on est dans l'avion, on n'a pas de connexion. Quand on est à l'étranger, nos données sont coupées ou pas.
mais si on les coupe pas et qu'on reste longtemps, quand on revient, on est obligé de vendre sa maison pour payer sa facture de téléphone. Donc il existe des situations, ça c'est des situations un peu de luxe, comme je dis entre guillemets. Il existe au niveau mondial, il y a beaucoup de pays où la connexion Internet était encore quelque chose de rare. Et dans les pays en voie de développement, il est important de pouvoir fournir une application en mode offline. Il y a un bon use case que je ne peux pas vous présenter ici, qui explique par exemple des pêcheurs au Bangladesh qui ont une application pour se communiquer entre eux, les endroits où il y a beaucoup de poissons et tout. Ces pêcheurs-là, ils ont des vieux téléphones d'une part, ils n'ont pas le moyen d'être sur un store parce qu'ils n'ont pas de carte de crédit, tout simplement. Et quand ils sont en pleine mer, ils n'ont pas de connexion Internet, mais ils veulent, une fois qu'ils sont rentrés dans le port, pouvoir échanger les informations. Donc c'est très important de pouvoir fournir une application web mobile en mode offline. Et là, HTML5 vient avec plusieurs solutions. Alors il y en a deux que je présente ici, que vous ne verrez pas dans la démo, c'est pour ça que je vous mets un peu de code. C'est le offline caching. On peut fournir le serveur pour fournir un fichier qui s'appelle cache manifest, où on va lister tout simplement tout ce qu'on veut cacher au niveau du navigateur. Que ce soit nos CSS, nos JavaScript, notre page HTML, nos images. Et une fois qu'il a... Alors, bien sûr, on a besoin d'avoir une fois une connexion, mais une fois qu'il a eu la connexion, il va cacher tout ça en local. Et au moment où on passe en mode offline, en mode avion ou n'importe, on peut continuer à aller sur notre application parce qu'il va fallbacker sur le manifeste qu'on aura fourni. Donc c'est très facile à mettre en place. Ça c'est une chose, mais il y a pas mal d'applications où on veut aussi pouvoir entrer des données, interagir. L'exemple classique c'est l'application une to-do list. On est dans l'avion, d'un coup on fait ah ouais, faut pas que j'oublie ça et tout. T'es dans l'avion et tout, tu as ton application web mobile préférée, tu veux pouvoir l'enregistrer. Et là on peut aller du côté du local storage où on va pouvoir stocker des données dans le navigateur. Il existe plusieurs solutions. Il y a du web SQL, mais la spécification a été enlevée du W3C. Moi, je vous propose le local storage, qui est très simple, c'est du key pair value. On peut stocker des strings très simples, mais comme c'est du string, on peut aussi stocker des structures JSON très complexes. Ça marche très bien. La seule contrainte, c'est une fois qu'on revient en ligne, on a des contraintes de synchronisation. Comment on va synchroniser ça avec notre base en ligne, surtout s'il y a plusieurs utilisateurs. C'est pas vraiment dans le scope de ce talk, mais c'est des contraintes à prendre en compte si on veut utiliser le local storage. Donc ça, c'est une grosse différence. La troisième différence, c'est que au début, le web, quand ça commençait, c'était très passif. C'était un peu comme la télévision. On était passif, on recevait de l'information. Et petit à petit, avec les formulaires, les forums, et avec le web 2.0, on a commencé à un petit peu utiliser notre cerveau, à pouvoir interagir, envoyer des données. Et depuis quelque temps, on a un troisième vecteur d'interactivité et qui prend surtout toute son importance avec le mobile, c'est la géolocalisation. En effet, maintenant, une application peut se servir de nos données de géolocalisation pour fournir du service. En ce moment, c'est très populaire avec des sites comme Foursquare. Ça, c'est plutôt ludique, mais on peut avoir des services vraiment à valeur ajoutée. Par exemple, une application immobilière où on veut trouver des maisons à la vente dans un rayon de 500 mètres autour de chez nous. Et ce qui est pas mal, c'est que depuis 2 ans environ, cette fonctionnalité est disponible dans les navigateurs. Pratiquement tous les navigateurs ont implémenté le bridge entre le navigateur et le composant GPS de notre téléphone. Donc, il est très très facile de géolocaliser son application, et on le verra dans la démo tout à l'heure.
Juste avec ces quelques lignes, hop, ça nous met une pop-up, on accepte, et on a la latitude, longitude, et là on peut même avoir l'altitude, si la donnée est disponible, on peut même avoir la vitesse, enfin bref, ça respecte une spécification que vous pouvez trouver sur la W3C, sur la géolocalisation. Ça nous fournit pas mal de données. Donc c'est un aspect important. Et j'ai 2 minutes, ouais, ça. Alors, la question c'est comment on passe de ça à ça. Tintin, tintin. Ouais, bref. Alors, il existe on a 2 moyens. Ou on le fait à la mano. On aime beaucoup le CSS, le JavaScript, on est à fond là-dedans, on va se créer nous-mêmes nos styles et tout. Ou alors on est un petit peu plus malin et on va regarder sur Internet s'il existe déjà quelque chose. Et là, quand on commence à chercher, on voit qu'il existe beaucoup de librairies. Je vous ai listé ici juste les librairies que j'ai personnellement testées. En dessous, on a les librairies d'origine qui étaient là il y a bien longtemps, mais qui sont un peu vieillottes. iWebKit, c'est par ça que j'ai commencé, mais il faut un peu l'oublier. jQuickTouch, qui était le premier spin-off de jQuery non officiel, qui était très très prometteur, mais le core committer est parti chez Sencha. Et il nous reste en fait 2 librairies, moi, que je trouve importantes. Il y a Sencha, c'est un peu pas le concurrent pour moi, mais c'est un des big players. Il y avait une présentation hier, je n'y étais pas, mais leur vision c'est que moi j'appelle ça du JavaScript driven, donc il faut écrire tout par du JavaScript, le code HTML est vide, c'est juste un body et on remplit tout avec du JavaScript. Et on a jQuery mobile qui est arrivé il y a à peu près 1 an et demi, même pas, et qui est là un produit officiel de jQuery. C'est un spin-off officiel. Et moi je mise plutôt là-dessus. Le mode de développement me correspond plus. Il y a une grosse communauté. Leurs releases sont stables. Ils viennent de releaser la 1.1. Et ils ont surtout un principe très fort qui est le Progressive Enhancement. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez déployé votre application, vous la déployez, ça marchera sur tout ce device. Donc je crois qu'il y a environ 50 devices et 60 OS qui sont supportés. Donc c'est vraiment énorme qu'on ait le dernier iPhone, dernier cri ou un vieux smartphone. jQuery Mobile fera en sorte de rétrograder pour que ça fonctionne. Et donc ça c'est pour la partie front, et bien sûr, il nous faut, si on veut faire une application web mobile, il nous faut un back-end. Et je vais laisser la place à Stéphane. Merci. Donc, je me repositionne. Je me suis un peu amusé, un bon geek que je suis. J'ai un petit peu changé. Je voulais faire la présentation sur Keynote à la base, et puis j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un framework qui s'appelle Impress.js. Comme vous le voyez, la présentation, elle est sur mon browser. Je trouve que c'est sympathique, on fait un peu de CSS3, et puis vous allez voir, bon, j'en ai peut-être un peu trop fait, et vous allez avoir mal aux yeux, mais c'est sympathique la possibilité. Et c'est en Grails. Et derrière, bien sûr, si on regarde l'adresse, j'ai déployé sur Cloud Foundry, et c'est une application Grails. Donc, j'ai quelques minutes de temps accordé pour pouvoir vous parler de Grails, heureusement, hurrah, et je vais essayer de le faire le mieux possible, mais n'hésitez pas à poser des questions ou à garder des questions pour la fin et puis pour plus tard et pour les mailing lists, etc. Donc, Grails est plutôt un vieux framework en fait, puisqu'il a 7 ans maintenant, donc c'est pas récent. On en est aujourd'hui au point que ça a été racheté par Spring Source, qui lui-même appartient à VMware. Alors à la base, ça a été fait par un petit groupe de personnes qui travaillaient pour une boîte de consulting qui s'appelle G21, dont Guillaume Laforge qui vient de rentrer. Ouais, bien fort.
Voilà, un des corps créateurs de ce magnifique framework. Donc, en tant que vieux framework, il a l'avantage net d'avoir une grosse communauté derrière et puis un bon nombre de plugins. Aujourd'hui, on en est 774. Vous avez remarqué les superbes animations CSS3. Je la refais parce que je l'aime bien. Hop là, c'est génial. Merci, c'est très bien. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la version 2.0.3. En fait, la version 2 est sortie en décembre. Et en 4 mois, du coup, on a fait 3 mini-releases. Bon, c'est normal, une major release, ça, normalement, on n'est pas tout à fait opérationnel sur la 2.0 pile poil, donc on fait quelques fixes pour la 2.1, 2.2, 2.01, 2.02. Aujourd'hui, il y a la 2.03 qui a été relisée notamment à cause de l'attaque sur GitHub il y a quelques temps, puisque GitHub s'est fait attaquer, si vous êtes au courant, à cause de problèmes de binding automatique de paramètres. Et nous avons réalisé une solution en urgence, comme a fait Ruby on Rails, pour répondre à la problématique. Je ne rentrerai pas dans les détails, malheureusement, puisque je n'ai très peu de temps. Donc, alors, bon déjà, est-ce que je pourrais avoir juste à main levée qui ne connaît pas du tout Grails, pour voir si je peux... Ok, très bien. Alors Grails, à l'époque, au tout début, voulait s'appeler Groovy on Rails. La communauté Ruby on Rails a trouvé que c'était un petit peu trop confus et que ça allait un petit peu montrer... en fait, c'est comme si on faisait une appartenance de Groovy à Rails alors que ça n'avait rien à voir du tout. Donc on a changé le nom de Groovy on Rails en Grails. Et pourquoi on voulait s'appeler Groovy on Rails? Parce que tout simplement on a les mêmes principes que Ruby on Rails. Tout simplement, on utilise 2 points communs essentiels, c'est le dynamisme. Donc on va avoir pas mal de choses qui vont être injectées pour nous dans les artefacts comme les contrôleurs, les vues, les services et les domaines. On verra à quoi ça correspond. Ça c'est la même chose que dans Ruby on Rails. Et surtout, si on respecte les conventions, on n'aura pas trop de configuration à faire. Vous connaissez le principe convention over configuration. Si on n'a pas trop de configuration à faire, c'est très intéressant puisqu'on se focus sur le fonctionnel et effectivement ce qu'on doit développer. Donc, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ce schéma, mais il montre l'ensemble des features disponibles. Alors, un framework full stack comme Grails ne fournit pas seulement que les méthodes pour rendre des vues, se connecter à la base de données. Il fait aussi en sorte de prendre en compte votre cycle de développement. Par exemple, toute la partie à droite, on a en haut à droite le dependency management qui est basé sur Eevee et dans le futur sera basé sur Gradle. Toute cette partie fait partie du cycle de vie de développement. C'est pas important normalement dans le runtime de l'application, mais ça aidera le développeur à avoir quand même quelque chose pour ajouter des librairies dans son application, des modules, des jars, etc. Et en bas à droite, on a aussi une grosse partie développement, des choses qui ne servent pas forcément pour l'application en elle-même, mais pour le développement, par exemple des commandes, le fait qu'on puisse éditer une classe et recharger l'application en faisant F5. Ça c'est assez pratique. J'avais entendu qu'un framework hier était le seul à faire ça en Java. Non, il n'est pas le seul. Grails fait la même chose. Depuis la 2.0, cela dit, il prend en compte les fichiers Java à l'époque, en version 1.3, 1.2, etc. Il ne prenait en compte que les fichiers Groovy. Donc, je viens de parler de Groovy. Pourquoi? Parce que Grails, c'est quand même un framework qui a fait le choix de ce langage pour plein de bonnes raisons. Et une des raisons que j'apprécie personnellement, c'est que Groovy est un langage plutôt progressif quand on veut passer de Java à Groovy. Alors, on ne veut pas forcément forcer les gens à étudier une nouvelle syntaxe ou à avoir un nouveau paradigme en tête, parce que les gens ont une certaine maturité sur le langage Java. C'est pour ça que ce code est un code Groovy. Et vous allez me dire, mais non, c'est du Java. Pourtant, quand on copie-colle le code d'une classe Java dans ce code, dans un point Groovy, eh bien, on aura effectivement le code qui s'exécute. Donc oui, c'est quasiment presque tout compatible avec de la syntaxe Java. Or, il y a 2 ou 3 trucs où on pinaille parce que Groovy ajoute certaines features. Par exemple, le do while, ça marchera pas. Mais bon, c'est pas très récurrent comme besoin.
Donc ça c'est la syntaxe où on peut commencer à coder en Groovy, naturellement, comme avec tous nos skills Java. Mais cela dit, on en vient vite au plaisir de Groovy, c'est-à-dire que la même chose que j'ai écrit avant peut s'écrire de cette manière. Pourquoi? Parce que les getters setters sont automatiquement gérés par Groovy. Le string content en haut va en fait vous générer un getter setter et une propriété private. Pas besoin de déclarer la visibilité. Le class slide par défaut ça va être une public class, pas besoin de déclarer public. En fait il va avoir toujours, Groovy va faire en sorte d'avoir des défauts plutôt sensibles pour vous. Donc c'est très efficace pour être productif. Moins de code à écrire, une lisibilité accrue, donc c'est assez pratique. Et puis, bon, Groovy, c'est pas que pour réduire le nombre de lignes de code, on fait également plein de choses sympathiques, dont la déclaration littérale de map. Vous verrez en 4e ligne une map qui est une hmap en fait, déclarée un petit peu de manière littérale comme on fait dans PHP, etc. Vous verrez aussi à la ligne 7 ce que Groovy introduit, un des gros features de Groovy, ce qu'on appelle une closure. On peut aussi l'imaginer comme une fonction anonyme ou quelque chose d'équivalent. C'est extrêmement puissant pour faire, par exemple, des algorithmes un peu complexes, des DSL et des tas d'autres choses. Et à la fin, vous avez une des propriétés majeures de Groovy, c'est-à-dire le côté dynamique. Vous voyez qu'en ligne 12, je rajoute une méthode getDevox qui fait juste que retourner, puisque le return est implicite en Groovy, la dernière ligne est retournée, qui fait juste que retourner miam fois delegate, donc le this quand on est à l'intérieur d'une fonction anonyme. Donc, ok, on va retourner miam fois moi-même. Et la dernière ligne, vu que j'ai rajouté cette méthode, ce getter, dans la classe integer, eh ben, je ferai 3.devox, puisqu'on ne fait pas de getDevox en Groovy. Les getters, on peut directement les appeler comme si c'était des propriétés publiques. Et effectivement, comme on le voit dans le commentaire, ça va retourner la même chose qu'on a mis à côté, miam, fois 3, puisque le delegate vaudra 3. Donc voilà, c'est assez puissant. Alors, comme il y a pas mal de FUD et de choses autour du dynamisme Groovy et que certains débutants sont un petit peu réfractaires à cette syntaxe, Groovy 2 a fait des efforts, et vous le verrez parce que vous participerez sans doute à la présentation de Groovy cet après-midi, en ajoutant certaines choses sympathiques comme la notation compile statique qui permet de générer exactement du code statique et faire les mêmes erreurs que Java quand on compile. Par exemple, si le type n'est pas détecté, parce qu'il fait quand même de l'inférence, mais des fois il n'arrivera pas à le détecter, ou la méthode il ne sait pas si elle existe ou pas, là il va faire comme en Java, même comportement, il vous fera un fail. Donc Groovy c'est quand même quelque chose de très très flexible. On peut faire du Java, coder comme en Java, on peut aussi coder complètement dynamique, mais voilà, ça vous fait une belle jambe, oui. Pourtant, ça devrait, pourquoi? Parce que, en fait, grâce à cette puissance syntaxique, vous allez voir, et que sur Grails, on a gagné beaucoup de temps et on va proposer beaucoup de fonctionnalités pour développer une application web en très peu d'efforts. Et puis, on a un choix particulier sur le framework Grails, c'est qu'on se base sur Spring. Alors, le fait de se baser sur Spring a ses avantages et ses inconvénients. Je vais surtout lister les avantages. Les avantages sont, en particulier, que vous pouvez intégrer votre application avec beaucoup de librairies et de modules peut-être legacy que vous avez développés en Spring. Vous pouvez migrer facilement une application Spring MVC en Grails. Ça, c'est assez pratique. Donc, l'autre point sympathique de Grails, c'est que comme il est un peu plus vieux que les frameworks d'aujourd'hui, il a un tooling plus ou moins génial, puisqu'il est supporté par les deux éditeurs majeurs que sont Eclipse, et là j'ai mis mon IDE préféré, un peu de pub pour IntelliJ et JetBrains, qui est IntelliJ, donc très très bien supporté. Et puis je pense que on n'est pas les seuls dans ma société à utiliser Grails. Ça c'est un exemple de société qui l'utilise. Donc bon, ils ont fait confiance et ils sont contents. Ils nous font des retours. Certains committent d'ailleurs beaucoup sur les plugins. Voilà. Alors pour terminer rapidement et conclure sur ce qu'est Grails
dans ces 12 petites minutes, je vous parle juste de ce que nous, on prévoit, ce qu'on a maintenant et ce on va voir à venir après. Donc actuellement, la 2.0 s'est focusée sur des features en particulier que sont le NoSQL. En fait, vous le verrez avec la démo, on peut se connecter à plein de bases NoSQL sans problème en changeant juste une ligne de configuration qui sera static map with. Donc on choisira Mongo, Cassandra, etc. Donc ça c'est très bien. L'expérience développeur, on verra aussi qu'elle a été améliorée grâce à la console en particulier. Et beaucoup de fonctionnalités autour du cloud, le support de beaucoup de fournisseurs de cloud, dont HeroQ, Cloud Foundry, etc. CloudBees et j'en passe. Donc parmi les nouveaux features, on a ce genre de choses. La console qui est très visuelle. Ça c'est par exemple un test, quand on exécute un test tiré-app, vu que Grails fournit quelques commandes, on voit exactement dans la console le retour que ça fait. Elle est même colorée, donc c'est très sympathique et très ludique. Ça par exemple, quelque chose qui est bien pour l'effet démo et pour prototyper, c'est de générer les vues par défaut de CRUD. Donc là c'est sympathique, toutes les vues, listes, edit, etc. sont générées à partir des domaines que vous allez marquer, donc des entités, si on parle en termes Hibernate. Donc une console SQL, sympathique, des messages d'erreur un peu plus parlants, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait l'effort en Grails 1. quelque chose de faire ce joli template. Donc là on a la ligne, etc. où on a planté. La déclaration, comme dans Ruby on Rails, d'assets de manière statique avec des dépendances entre ressources statiques, etc. Derrière, ça se couple à des plugins comme Minifier, le JS, le CSS, ou CoffeeScript, ou l'SCSS, etc. et j'en passe. Et puis ça peut cacher, ça peut bundliser tout votre JavaScript et votre CSS. C'est vraiment très puissant. Notre feature de Grails 2, c'est la déclaration de requêtes qui sont checkées à la compilation, puisque comme beaucoup de choses dans Grails actuellement sont dépendantes du dynamisme de Groovy, on a quand même certaines fonctionnalités comme cette requête qui est un where, et derrière on écrit en Groovy à l'intérieur de la closure content = equals, mais derrière ça va générer une vraie requête selon le connecteur de la base de données qu'on a associé à l'application. Le code va changer. Donc ça c'est extrêmement pratique. Bon, ça c'est des exemples évidemment de base sur lesquels on se connecte, mais il y en a encore plus aujourd'hui. J'ai vu hier une release de DynamoDB, donc ça bouge assez régulièrement. La documentation, alors ça c'est la documentation de Grails, mais vous pouvez également la générer vous-même. Votre projet peut avoir de la documentation, et c'est exactement le même template que vous aurez. Vous aurez une commande pour générer tout ça qui s'appelle doc, et vous avez une syntaxe wiki pour la taper. C'est pratique. Bon, des rapports de test plus sympathiques. Mais que nous réserve l'avenir en quelques mots. Donc la 2. J'ai passé très rapidement. La 2.1 qui arrive en mai va vous fournir une API cache un peu plus complète, puisqu'aujourd'hui on a des plugins qui partent un peu à droite à gauche, mais là on a un standard grâce à Spring 3.1. On a une meilleure intégration de Maven, parce que c'est vrai qu'on a des retours de temps en temps sur des difficultés à bien travailler avec Maven selon la complexité du projet. Et ensuite, on a un plugin plateforme qui est un ensemble en fait de fonctionnalités, dont un bus d'événements et des choses pour faciliter le développement de plugins. Donc, pour terminer, je suis juste 2 mots sur l'avenir un peu moyen terme et long terme. Donc 2.2 qui devrait se situer aux alentours de la mi-2012 intégrera Groovy 2. Une meilleure expérience développeur, donc on va essayer de faire plus de feedback au niveau du navigateur. On est très inspiré en ce moment par des frameworks comme Firebase ou Meteor, donc on va essayer de pusher les changes directement dans le navigateur. C'est en tout cas un de nos souhaits les plus chers. Donc on va aussi, puisque je pars de Meteor, on va essayer de faire quelque chose un petit peu dans le genre comme Gorm.js pour mapper Gorm en tant que librairie JavaScript, et puis une API asynchrone un peu plus complète. Et dans le futur, ce qu'on aimerait, mais on n'est pas encore tous d'accord sur le principe, c'est les runtime plugins, probablement basés sur OSGI, mais je ne suis pas encore sûr parce qu'on n'est pas d'accord sur la complexité et on ne veut pas intégrer quelque chose qui va alourdir, être un boulet pour le framework. Les profils d'application, par exemple, vous pourrez générer une application avec, par exemple, des to-do list ou en fait des squelettes d'applications plus ou moins différents. Éventuellement une application sans servlet API pour les fans de Netty,
et Gradle qui sera un point essentiel parce que le système de build actuel est spécifique à Grails et autant profiter de la communauté Groovy qui est assez grande et de profiter du magnifique outil que Gradleware a produit. Donc voilà, il est temps de passer à la démo. Je vais m'installer et je vais laisser la parole à Sébastien. La démo. Alors, il nous reste 26 minutes pour faire la démo. Ça va être... ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. En fait, faut s'imaginer que tous les deux, par exemple, on a une petite boîte et un de nos clients, c'est Monsieur Chiant, mais super riche, qui vient de découvrir Foursquare. Et il m'appelle, il fait c'est génial, il faut que vous fassiez ça, je veux un prototype le plus vite possible, je vous laisse le choix dans la date. Bien vu. Il me faut quelque chose, je veux voir quelque chose dans 5 minutes. 5 minutes, tu crois qu'on va s'en sortir? Ouais, ça le fait. Et une application mobile, bien sûr. Il veut juste voir un espèce de première version de clone où on pourrait juste créer un tag avec un message. Ouais, je peux faire ça. Ouais. Donc, je pense que tu vas commencer par créer un... Oh, pas une taglib, mais tu vas créer un domaine, une classe domaine, parce que Grails, c'est du domaine driven. On part toujours du domaine, et à partir du domaine, on va pouvoir générer toute la partie vue et toute la partie back-end. Stéphane vous a parlé du scaffolding, qui génère des vues. Et on a aussi des plugins. Et les plugins peuvent surcharger les templates qui sont fournis par défaut. Et il y a un plugin qui s'appelle jQuery Mobile Scaffolding qui fournit des templates de scaffolding. Et donc on va utiliser ça. Donc pour cette première version, et on n'a plus que 3 minutes avant que le client me rappelle, c'est on crée juste une classe tag. On va rajouter un attribut string message, par exemple. Ou Par exemple. Bah, il veut un message, hein, donc bon. Ouais. Puis on a fini en fait là. Peut-être qu'on va se la jouer Twitter. On va se rajouter une petite contrainte. Ouais. Okay. Comme ça va le mapper en base et tout, donc c'est assez sympathique. Ouais. Allez, 140 caractères. Allez. Ça vous va? Ouais. Bon, ok. Bon. C'est bon. Notre plugin est déjà installé. Ah oui, bien sûr, puisque de toute façon, nous, on a des build config par défaut. Et on a déclaré nos dépendances de toute façon. Donc on a quelques plugins. On verra si on a le temps de tous les utiliser. Ouais. Alors maintenant, on va utiliser jQuery Mobile Scaffolding. Les templates mobiles sont installés? Oui. Ok. Alors, on n'a plus qu'une commande à faire, qui est la commande magique de Grails, generate all. Ok, bon, ben attends, je laisse mon clavier s'auto-compléter. Notre application s'appelle Foursquare. Hein. Ouais. Les développeurs aiment bien comme ça. Bon, bref. Le show, ouais, ça. Ouais. Hop. Ok. J'ai oublié de démarrer l'application. Plus qu'une minute, mais je crois qu'on a fini. Là, run app. On va lancer l'application pour voir un peu ce que ça donne. Donc, on a juste écrit une classe domaine là. On monte ça dans l'iOS Simulator. Check iOS lancé. Il est lancé, juste pour vous montrer que c'est du mobile. Après, on va rebasculer sur Chrome. Je suis au milieu d'un coup, je vois. Ok, il est lancé. Ah, j'avais 2 éléments dans la base. Ah, oui, parce que tu te connectes à une base existante. On se connecte à ma belle base MongoDB derrière qui tourne. Parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais derrière, quand j'ai montré les plugins, on utilise MongoDB. J'ai désinstallé le plugin Hibernate parce que les gens ont la plupart du temps la fausse impression que Grails est forcément basé sur Hibernate. Non, c'est faux. Et depuis 2.0, il faut absolument s'enlever Hibernate de la tête par défaut de Grails, puisque si vous pensez que ça sera fourni de facto, vous aurez de mauvaises surprises. Ouais. Là, on utilise MongoDB. Donc, grâce à ce domaine, cette classe finalement qui va être mappée dans MongoDB, on a directement une base et une collection qui est gérée dans MongoDB avec des tags et des messages. Comme elle n'avait pas été vidée, c'est pour ça qu'on a déjà 2 éléments. Mais à l'origine, quand on scaffold, on a une application. Tu peux peut-être revenir juste sur le...
Sur la vue? Sur la vue, ouais, sur Oui. iOS, voilà. On a une application CRUD, donc là c'est la liste. On peut faire un new tag. Tu peux peut-être montrer avec un beau effet de slide. Donc on a une application CRUD et le client qui m'appelle. Oui, oui, monsieur Chiant. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah allez voir. Oui, on a une première version. Ouais. Bon. Il est content, mais maintenant il veut dans 5 minutes, il veut voir la géolocalisation là. Il fait chier, lui. Il fait, ouais, mais bon, il est super Merde. riche quoi. Bon, il est riche. Il est riche. Tout peut s'arranger. Il est pété de thunes même. Alors, comment faire? On va rajouter la géolocalisation. Oui. Ouais. Ok. Ça tombe bien. En plus, on a installé le plugin géolocalisation de Grails. Attends, je check. Ouais. Ah oui, il y a un plugin géolocalisation. Ouais. Mais c'est pas toi qui l'as fait? Ouais. Bravo. Mais comment on... Alors, ça peut sembler compliqué de rendre notre application location aware, mais on va voir qu'en fait, ça va quoi. On va aller sur notre vue principale, sur la liste. Tout ce beau code généré par Grails, et c'est même pas nous qui l'avons tapé. On pourrait le faire Ah quand ouais, ça on l'a client. même pas tapé, ça a été scaffoldé. Et là on va en fait rajouter notre premier truc dans la view. En dessous du body, je Oui. pense que tu peux ouvrir un tag géolocalisation et il devrait te dire locate me. Ouais. Ça y est, on a fini, notre application est géolocalisée. Un peu d'auto-indente, parce que j'aime ça. Ok. On teste. On teste. On est en... L'application tourne toujours, hein. On l'a pas arrêté, on est en hot reloading, tout marche. Encore heureux, pour l'instant on a modifié qu'une vue, hein, donc franchement ça marche. On rebascule peut-être en En Chrome. web. En Chrome, parce que l'iOS gère pas très bien la géolocalisation. Pas de souci, hein. Moi je On va m'adapte. Hop. Comment elle s'appelle? Ah oui, pardon. Foursquare. Alors, la vue par défaut de Grails quand on démarre. Ah ouais. On montrera après avec l'URL mapping. Alors, petite nouveauté maintenant qu'on a mis le tag. Ouh. Ça veut dire qu'il a détecté notre géolocalisation. Et comme tu as sûrement une règle qui accepte la location sur localhost, sinon, en appli mobile, vous aurez une petite pop-up qui dise est-ce que vous voulez partager vos données de géolocalisation. C'est pas mal, mais là, ça me prouve pas qu'elle est géolocalisée, mon app, quoi. Y a pas vite fait un petit test à faire, là, pour voir... Je crois que géolocalisation, il fournit une vue par défaut, juste pour tester. Ah, tu parles de Google Maps? Ok. Ok, pas de souci. Ouais, non, mais tu peux aller sur le navigateur directement, là. Et là, tu peux faire... ah oui, slash tu parles de cette vue? Non, carrément geolocation. Rappelle-toi de cette belle vue. Pourquoi on a une vue avec une URL un petit peu what the fuck? Pardon. Ah, mais ça marche. C'est fou. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Mais pourquoi? Pourquoi? Raconte-moi ça. Parce que Grails sait que sur Internet, pour faire plaisir aux moteurs de recherche, il faut parfois être un peu plus sympa avec les URL, plutôt que de fournir des URL à rallonge dont on raffole en Java, avec des tas de paramètres. On peut déclarer, grâce à ce qu'ils appellent l'URL mapping, on peut déclarer des URL qui derrière seront associées à une action venant d'un contrôleur. Donc cette URL geo-four, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce fichier, et quand on va taper cette adresse, on va être redirigé donc sur le contrôleur geolocation, et il a une action showmap. Donc ça, c'est un contrôleur qui vient du plugin geolocation. Ce qui est bien, comme vous le voyez avec IntelliJ, c'est que tout est bien intégré, et hop, on peut switcher facilement d'artefact en artefact juste en cliquant sur les différentes valeurs. Et URL mapping nous permet aussi, si je me trompe pas, de créer des permanent links, par exemple. Par exemple. Et pour faire aussi, si on veut faire du full rest, on dit juste resources et on indique un contrôleur. Ça n'aura pas trop de valeur ici, mais oui, on peut faire du reste. Si c'est un put, un get, un delete, et il va mapper directement sur les actions. Eh oui, on peut voir de toute façon un exemple de contrôleur, puisqu'on a eu la chance d'avoir le code généré. Donc, mais voici il me rappelle l'attend. Hein. Oui, monsieur Chiant.
Oui, ça y est. Allez voir sur la page là. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Pourquoi pas. On dit dans 5 minutes. Alors, il est content là, mais maintenant il veut qu'on pousse le concept un peu plus loin, qu'on puisse trouver des tags qui sont autour de chez nous, donc faire des requêtes géospatiales. Ok. C'est... Ouais. Et on a 5 minutes pour faire ça, quoi. Très bien. Ouais. Mais ça tombe bien, on a fait le choix de MongoDB. Ah, c'est pas faux. Et MongoDB permet d'enregistrer des données géospatiales et de faire des requêtes là-dessus. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser ça, non? Je pense que c'est une bonne idée. Ok. Donc il faut qu'on modifie un peu notre domaine Eh oui. pour rajouter cette contrainte, enfin. Cette propriété de géolocation. Voilà. Alors. Oui, coordonnées, on peut l'appeler coordonnées. Alors, la convention chez MongoDB, c'est de fournir une liste, et la liste contiendra seulement 2 éléments, qui est la latitude et la longitude, ou l'inverse. Ouais. Et pour ça, il faudra l'indexer, ce que MongoDB appelle le géoindex. Ouais. Je me demande si coordonnées, c'est bon, faut pas que tu l'appelles location. Il n'y a pas une convention là-dessus. Oh, j'ai oublié de mettre... Oui, je vais plutôt l'appeler location. Ah voilà, tout à fait. Location, voilà. Là, on dit juste, on indique à MongoDB que location est une propriété géospatiale. Donc, on pourra faire des requêtes on géospatiales. pourra faire des requêtes et ça va nous permettre d'introduire un peu les dynamic finders, par exemple. Par exemple. Alors, donc il va falloir rajouter quand même une action pour le coup alors, pour faire ces requêtes. Alors on va rajouter une action. C'est un peu clair, parce qu'une action, quand on arrive d'une vue, tu peux expliquer ce que c'est une action? Comme dans Ruby on Rails, une action accueillera votre requête. C'est le premier point d'entrée de votre requête web. En fait, une action va du coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, regarder dans l'URL mapping s'il y a une vue, une action ou un contrôleur qui est associé. Alors par défaut, Grails fournit une convention sympathique. Il fournit la convention contrôleur action ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tapez un nom de contrôleur, je montre dans le navigateur en revenant sur la vue par défaut. Si je regarde le cœur de mon URL, je vais zoomer un peu, on voit qu'il y a un tag et liste. Pourquoi tag / liste? Parce que forcément dans mon application, je vais avoir quelque chose qui s'appellera tag contrôleur. On va le mapper grâce à la récupération, à la capture de ce nom de contrôleur ici. Et dans le pattern, on récupère aussi l'action. Et dans tag contrôleur, ça veut dire que quand je vais taper cette adresse, le premier code qui va être exécuté, c'est celui-ci. Et pourquoi on rend une vue derrière avec Grails? C'est parce que par convention, si on ne fait rien du tout avec le flux de la requête, par exemple, afficher directement du texte comme ça, et ça va faire un écho comme en PHP, et ça va afficher du test. Si on ne fait rien, par défaut, lui va chercher une vue qui s'appellera list.gsp, et qui serait évidemment qui va être dans un répertoire convention oblige, un répertoire bien précis, qui aura le même nom de contrôleur que mon contrôleur. Alors le nom logique, pas le nom complet de la classe. Alors nous, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle action qui s'appelle near list, qui va donc chercher tous les tags autour de chez nous. Mais qui fera un render vers la liste actuelle, parce que en soi la vue ne change pas, c'est juste une contrainte au niveau du contrôleur. Donc near list, oui. Là on va faire un peu du copy paste. Hein. Ouais, parce que je suis un peu un feignant. On est à 12 minutes, ouais, ça va. C'est bon? Ouais. Enfin, il appelle dans 2 minutes, quoi. Oui, on se dépêche. Hop. Hop. Oups. Oups. Alors il faut quand même détailler, puisqu'on peut pas s'amuser à faire un copier-coller comme ça. Vite fait, 2 mots, j'explique la near list. Le plugin géolocalisation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris notre géolocalisation et il a mis ça dans la session, dans notre session. Donc ici, on va récupérer notre position. On se crée une propriété center, qui est le centre, un radius qui sera comment on appelle ça en français encore voilà.
Là, on voit sur notre tag, on a une méthode qui a été injectée de manière dynamique qui permet de faire find all by location within circle. On l'a pas écrit cette méthode, elle est fournie gratuitement. Attends, je vérifie. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Donc c'est tout simplement, trouve-moi tous les tags qui sont dans un cercle alors 10 10 on avait regardé hier 10 c'est en termes relatifs de coordonnées de latitude 10, et de longitude. Donc ça peut être très très gros. Hein. Voilà. Mais et Gorm nous fournit quelques autres Gorm MongoDB nous fournit quelques autres méthodes pour chercher dans un carré. Oui. On a quelques-unes. Mais c'est l'idée alors ça c'est générique à Grails, c'est des finders dynamiques. Là on pourrait faire find by message. Comment on l'appelait? Message ou description? Je me rappelle plus. Message. Message. On peut autocompléter. On pourrait faire find by message. Et tu passes ton message, il nous trouverait tous les tags qui ont ce message-là. C'est des méthodes fournies dynamiquement. Mais dans notre cas, nous, ce qu'on veut, c'est... Ah ben voilà. Ouais, c'est comme ça. Hein. J'avais même pas vu. Mais là, on a fini, en fait. Il va nous trouver donc tous les tags qui sont autour de nous. Et il nous fait un render. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Spring MVC, ça rappelle un peu le Spring MVC. On rend une vue et on passe un modèle. Le total, ça on le passe si on veut faire du paging et tout ça. On peut pouvoir tester le show. Est-ce qu'on l'a modifié pour intégrer pour qu'on montre directement une carte? Ouais. Ah oui, parce qu'actuellement, dans le template par défaut, quand on va en détail vérifier le tag, on a ce qui est généré par défaut avec le plugin de template jQuery. Mais bon, si on veut directement afficher où est-ce que ce tag a été lancé, il va falloir rajouter du code JavaScript de Google Maps. Et la deuxième session de copier-coller. Oui, la deuxième session de copier-coller. C'est très intéressant pour vous. Enfin, on utilise basiquement l'API de Google Maps, la V3, je crois. Et c'est assez simple. Mais comme c'est assez long à taper, on préfère faire un copier-coller. Oui. Voilà. Ça y est. Bon, pardon, non. Je suis un peu un slacker. Alors, hop. Je sais même plus à partir de où j'ai copié-collé. Oh, tu peux tout copier-coller. Ouais. Hop, voilà. C'est assez simple. Mais en fait, j'aurais pu copier-coller juste ça, puisque le principal dans cette page, c'est ce bout de JavaScript. Après, il y a quand même le map, le div map canvas qui est déclaré. C'est important. Donc, si je rafraîchis... Si tu fais un refresh, ça devrait... Je sais pas si j'ai le net. Hein. Attends, on n'a pas encore eu d'effet démo. Cela dit, la carte ne se charge pas. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas de il n'a pas été géolocalisé. J'ai ajouté la propriété après l'avoir sauvegardé. Alors, essaye d'en créer un... non, par new tag en haut. Oui. On va voir. Mais attends. Est-ce qu'on a rajouté la géolocalisation quand on sauvegarde le tag? Parce que, ok, on a déclaré dans le domaine. Tout à fait. Est-ce que tu as updaté l'action save pour que ça prenne en compte la géolocalisation? Bon, parce que c'est magique, mais à un certain point quand même. Voilà, c'est tellement magique, il y a des moments où ouais. Donc, troisième session de copier-coller. Enfin, celle-là, j'aurais pu m'en passer, mais bon, c'est vraiment parce que je suis une feignasse. Alors, dans le code généré pour sauvegarder, voici ce que fait Grails pour sauvegarder par défaut un tag. Donc on va automatiquement binder les paramètres de la requête. Donc soit si c'est des paramètres post ou des paramètres get ou ce que vous voulez, ça rentrera dans params, ça devient une hashmap en gros. Et donc on le passe dans tag. Tag, il a un nouveau constructeur qu'on n'a pas déclaré, mais il existe avec un hashmap et il va associer automatiquement, si vous avez dans la requête message, il va l'associer automatiquement au message qui est à l'intérieur du tag. D'où le fait, et c'est la même chose qui s'est produite sur GitHub, d'où le fait que ça peut induire des failles. Grails 2.03 fournit quand même quelques pare-feux et des nouvelles règles par défaut, une whitelist par exemple. Donc là, vu qu'on n'a que string message, ça va, c'est pas très très dangereux. Et donc on va rajouter notre géolocalisation. Toujours en récupérant la géolocalisation de la session.
Voilà, c'est très très simple, c'est juste 2 lignes, mais qui sont essentielles. Ah oui, essentiel. Essentielles. Et normalement, là, il faut en recréer un nouveau. Je sais pas. Tu peux faire plusieurs au client, monsieur chiant, par exemple. Ou out the box, c'est pas mal. Il rappelle là bientôt, au fait. Parce que... Ah, ben là, on a un effet démo, par contre. Eh oui. Oui. Ah, voyons, effet démo. Run. Ouais. Qu'est-ce- Ah non, je l'ai pas lancé ici, pardon. Ah oui, effet démo. Une belle exception. Une belle exception. On va faire un petit stop et restart. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il nous reste 6 minutes et il me rappelle. Ah, attends, il me rappelle. Dans le Claude, il parle de Claude. Tu connais Claude? C'est qui? Je sais pas. Ah, dans le cloud, d'accord. Bon, faut qu'on fasse marcher ça et après, il a un client qui est déjà intéressé. Par contre, faut qu'on push le truc dans le cloud. Merde. D'ici, je vois 6 minutes. Et s'il y a des gens qui ont des questions, on va dire 4 minutes. Quoi. C'est pas faux. Mais il faudrait qu'on voit quand même si ça marche notre requête mirrorlist là. Je check quand même. Ah oui, on a le plugin check. Cloud Foundry. Bon, il a. Je fais un petit F5. Ouais. Je sauve pour voir. Ah là là. Zut. Oh, c'est normal. Parce que j'ai mis le tag de géolocalisation uniquement dans la liste et du coup j'ai rien comme localisation dans ma session. Il faudrait le mettre dans le template par exemple pour le mettre sur toutes les pages forcées à géolocaliser. Mais bon, c'est un détail d'implémentation. C'est maintenant ça marche pas, je sais plus quoi dire. Je peux toujours pusher sur le cloud même si ça marche pas. Tu peux aussi lancer l'appli qu'on avait en backup, par exemple. L'appli de secours. Tu veux parler de l'appli magique de juste secours pour démontrer le truc. Effectivement, je vais faire ça. Juste pour montrer. Merci. Ah, les cheveux au milieu. Alors ça se lance. Là il fait un run app, juste un petit truc, on peut aussi faire run war, qu'on a presque fini, mais qu'on n'a pas envie encore de le packager comme war, mais qu'on veut voir si ça marche en tant que war, on fait run war, et ça va nous le packager en war, et nous déployer dans un Tomcat intégré. Et c'est pas mal parce que parfois on a des petites surprises entre un war et un run app normal. Et là ça va marcher. Voilà. Tu es bien optimiste. Hop. Hop. C'est nul ces messages. Je vais entrer dans mon test. Ah, là, ouais, là ça marche. Et Near You, normalement ça devrait passer aussi. Alors là peut-être Voilà, que c'est le net. C'est juste notre connexion qui est moisie, mais... Ah ça y est. Voilà. Oh, voilà. C'est Near You qui va donc chercher tous les tags qui sont autour de chez nous. Bah voilà, il n'y a pas LOL. LOL, je sais pas d'où il venait alors. Peut-être de... je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors on a 3 minutes pour pusher ça sur le cloud, ça va le faire? Ouais, ça devrait. Ouais. On se fait ça sur Cloud Foundry, tranquille? Ouais, Allez, on peut faire parfait. ça. On fait ça sur Cloud Foundry, mais avec Rails, on pourrait faire ça sur CloudBees, AWS, Heroku, Jelastic. Il y a des plugins pour chacun des solutions. J'en ai pas oublié un seul. Non, je pense pas. Donc quand le plugin est installé de Cloud Foundry, il y a toutes ces commandes puisque j'ai fait de l'autocomplétion. Et ben, quel fail là. Je voulais montrer au moins l'autocomplétion, mais bon. Pourtant, je suis pas en snapshot de Grails. J'ai l'habitude d'utiliser Snapshot. Mais on a donc le plugin Cloud Foundry qui, en une commande, CF push, va nous packager tout ça et le pousser sur Cloud Foundry, à condition qu'on ait un compte Cloud Foundry, mais vous pouvez en demander un. C'est
C'est gratuit pour l'instant. C'est super. Moi, il y a j'ai un stand de entendu Cloud dire Foundry, que- allez les voir. C'est vraiment super. J'ai entendu dire que n'empêche, il pourrait se passer quelque chose à ce propos de gratuité ou pas dans le courant de l'année. Donc, à voir. Mais c'est Alors, très, très je vérifie quand même qu'on m'a pas piqué ce nom de domaine, parce que des Vox Demo, il peut y en avoir des tas. Non, ça va. Ok. Ok. Alors l'avantage du plugin Cloud Foundry, c'est qu'il a détecté que j'utilisais le plugin Mongo. Il est pas très bête. On peut détecter les autres plugins qui sont utilisés. Et il sait que dans le Cloud Foundry, j'ai MongoDB. Et il me propose de le binder automatiquement. Bon, évidemment, je vais dire oui. Sinon, sinon non. Alors quand même, par mesure de En plus, on est à 0 minutes là. sécurité. Bon, c'est midi, donc il n'y a pas de talk après. Hein. C'est vrai, cela dit, j'ai un avion. Par mesure de sécurité, je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres applications déployées. Parce que j'ai eu un 404, mais c'est peut-être quand même déployé. Ah, eux, ils ont fini à côté. Ils mettent la pression, eux. Qu'est-ce que j'ai, moi, dans mon compte, en ce moment? Des erreurs. Des erreurs. C'est fou, ça. Bon, il nous fallait bien l'effet démo. Ouais. Je pense qu'on va pas pouvoir... moi, ce que je peux vous proposer, c'est vous faire la démo au courant de la journée, si vous voulez, sur mon laptop. Ou sur, Stéphane doit partir, il a un avion. D'ailleurs, t'es à la bourre déjà, je crois. Non, c'est bon. Ça va? J'ai encore 5 minutes. Moi, je peux vous le montrer. Je peux vous montrer comment on peut déployer. Je peux vous montrer aussi comment on fait ça sur Jelastic, par Ou exemple. alors, j'ai pas de connexion. Mais... C'est dommage, mais l'idée, c'était ça. Le client est très content. Bon, on va imaginer que ça marchait. Hein. Et d'ailleurs, elle est déployée. Si vous faites tagdisplays.cloudfoundry.com, vous tomberez sur cette application-là. Monsieur Chiant, mais super riche et super content. Ouais. Et nous, on est un peu plus riches. Et voilà, c'était notre présentation.